RCF. Branchez-vous Normandie avec le dessinateur de presse et caricaturiste canet Emmanuel Chenu. Emmanuel Chenu, la première question que j'ai envie de vous poser, après vous avoir dit bonjour. Bonjour Emmanuel Chenu. Bonjour. D'abord on dit bonjour. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte en plus de faire, de proposer des spectacles ? Ce que ça m'apporte en plus, en fait, c'est un dédoublement de personnalité parce que finalement, j'ai toujours fait du dessin et puis à un moment de ma vie où je me suis aperçu que quand je faisais du dessin, il y avait des attroupements, soit à l'école, etc. Et donc, ça a réveillé chez moi certainement je dirais la deuxième personnalité qui était quelqu'un qui avait peut-être envie de se confronter à la scène. Parce que c'est très pratique quand vous faites un dessin qui est publié, c'est le dessin qui reçoit les tomates ou c'est le dessin qui voilà, vous êtes assez lâche comme métier, le métier de dessinateur, vous êtes chez vous, vous envoyez un dessin, mais vous êtes frustré parce que vous n'avez pas le contact avec le public. Tandis que quand vous êtes sur scène, c'est le saut à l'élastique, hein, c'est la sous-l'œuvre, donc vous avez pas. Donc petit à petit, tout en apprenant mon métier de dessinateur, j'ai appris le métier de dessin en direct. La caricature de foire quand vous êtes en public, etc. Vous devez dessiner vite, juste. Et donc, je dirais que c'est plus de l'ordre de la performance que de l'artistique. Et c'est venu petit à petit jusqu'à véritablement prendre la décision de monter sur scène à partir de 2014, c'est-à-dire de pouvoir être un chansonnier, c'est-à-dire quelqu'un qui va parler de l'actualité et en même temps dessiner en direct. Donc c'est un exercice qui paraît un peu compliqué comme ça, mais qui est assez jouissif pour moi. L'autre intérêt, c'est que j'échappe complètement aux barrières de la publication, puisque quand vous dessinez dans un très grand journal comme Ouest France, vous avez des limites. On n'appelle pas ça de la censure, mais c'est une ligne éditoriale. Et sur scène, vous êtes sans ligne, c'est votre propre ligne éditoriale. Et puis vous entendez les gens qui sont choqués parce que vous pouvez faire des dessins un peu trash, etc. C'est pas quelque chose que je recherche forcément, le trash dans la publication, mais sur scène, ça crée une espèce de personnage qui a l'air très bien comme ça, toujours un peu effacé, qui a une gueule un peu de vendeur de chez Opel. Vous me mettez dans une concession automobile, les gens ils me prennent pour un vendeur, j'ai pas une tête d'artiste. Et donc tout d'un coup ce type se met à dessiner puis il dérape, il va raconter alors la politique en ce moment c'est absolument jouissif. Il y a aussi l'histoire, la Ve République. Il y a eu un très beau documentaire hier soir sur Giscard. On s'aperçoit d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que l'instant et l'actualité, elle est assez injuste avec l'homme politique, et avec le temps, on découvre des qualités ou pire des défauts d'hommes politiques. Donc c'est vraiment intéressant. Et pour moi, il y a toujours un balancier entre l'actualité, donc ce qui est périmé très vite, et puis l'histoire. Et beaucoup de politique en ce moment dans le spectacle ? Ah bah que ça, cher ami, que je voulais pour donner des conseils de jardinage. J'ai dit à ce moment, faudrait. Oui, alors comment planter les bulles non, mais que de la politique. Mais vous vous rendez pas compte. Enfin, depuis déjà. Moi, j'ai dit, écoutez, j'ai quand même, quand j'étais petit, il y avait Pierre Tchernia à la télé pour Disney Dimanche. Moi, je pousse un cri. J'aurais dénoncé que non. On ne nous avait pas annoncé que Donald arriverait un jour à la Maison Blanche. Et ça, voilà. Alors ça, c'est des trucs, mais vous imaginez pas, c'est extraordinaire en ce moment. On va perdre notre métier, nous, les caricaturistes, parce que avant, je dirais, on déformait la réalité. Surtout que vous travaillez pour un canard. Voilà, exactement. En plus, qui n'a pas la grippe aviaire. Mais avant, on déformait la réalité. Et là, aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, on n'a pas besoin de la déformer. Elle est déjà déformée quand elle arrive dans notre assiette. Donc, c'est une époque en même temps intéressante et en même temps désespérante. Emmanuel Chenu, pour ceux qui ont déjà envie de profiter de votre humour en soirée, ça se passe où et quand ? Alors il y a plusieurs. D'abord il y a des tournées. Alors pour ce qui est de Caen, ça se passe tous les vendredis. À l'auditorium du château, vous accédez par le café Mancel, donc tous les vendredis. Ça dure 1h30, 2 heures, et bien entendu, ça change toutes les semaines. Avec le clou du spectacle, c'est quand même qu'à un moment donné, je fais monter des gens sur scène parce que je suis caricaturiste et que finalement, il n'y a pas. On est tous une personnalité quelque part. Donc, quand on arrive avec son visage et ce qu'il raconte, c'est très intéressant de pouvoir faire monter les gens sur scène
Et en fait, on reproduit nos primaires à nous. Donc ça, c'est pour quand? Tous les vendredis, 9h à l'auditorium du château. Il faut venir à 20h30 et réserver, en appelant le Café Mancel. Et puis à Paris, au théâtre Montmartre-Galabru, tous les mardis à 21h30. Est-il vrai que le public canet est plus difficile? Est-ce qu'il rit plus? Est-ce qu'il rit moins? Le public canet, il est tout à fait normal. Et c'est que une fois qu'ils ont compris le système, ça va. J'ai pas l'impression que le public canet soit froid. C'est ce qu'on raconte. Je dirais qu'il est plus difficile à conquérir à Paris. Voilà. Est-ce que toute personne qui fait partie du public peut s'attendre à en prendre pour son grade? Je suis pas un type méchant, donc je vais pas. On n'est pas chez les premiers chrétiens qui sont mangés par les lions dans l'arène. Il y a juste une chose qui est très drôle, c'est quand vous allez chercher les gens dans la salle, il y a une espèce de crispation de la salle. C'est un peu genre, mon Dieu, il va choisir qui. Et après, il y a un soulagement. Parce que quand les gens ont échappé à cette montée à l'échafaud, les gens ont une espèce de rire encore plus fort. Donc, je suis manipulateur, parce que les 3 personnes qui vont monter sur scène, après, les gens se lâchent un peu. Parce que, mon Dieu, c'est pas nous, oh, quel bonheur. Et puis, il y a ce côté un peu genre, voilà, c'est l'autre qui part se faire caricaturer sur scène. Mais ça se passe très bien, et puis les gens repartent avec une caricature. Et avec, en plus, ce qui est très amusant dans la caricature, c'est que on n'a pas forcément la gueule de l'emploi. Le caricaturiste pourrait dire, voilà, il est barbu, il est djihadiste. Non, pas du tout. Quelquefois, on a des trucs très très drôles. Des gens qui n'ont pas du tout voilà, qui sont avec leur visage à contre-emploi. J'ai vu un type qui avait une tête de cégétiste et qui était un fan de golf. Donc, voilà, vous comprenez, c'est la fin des luttes sociales. Si maintenant, vous, avec la tête que vous avez, vous faites du golf, etc. Donc, c'est très amusant de voir que derrière une tête, il n'y a pas forcément la corrélation avec son gros nez, sa barbe, sa moustache, sa calvitie. Ça, c'est fascinant. Et c'est la magie de l'être humain. Et ceux qui n'ont pas échappé à l'échafaud, comment en ressortent-ils? Écoutez, ça va. Et les gens d'abord, il y a une tradition, c'est que tous les dessins qui sont faits dans le spectacle sont remis après aux gens. Donc il y a une espèce les gens se ruent sur les dessins parce qu'ils ont sur tous les tableaux que je fais, ils ont bien entendu des préférences et voilà. Et surtout en ce moment, donc il y a des gens. C'est vraiment un moment important. Et puis surtout, c'est quelque chose de. On a institué ça dans un lieu qui a quand même une histoire, parce que cet auditorium du château et ce Café Mancel, il faut rappeler que c'est un lieu de culture. Le château, c'est pas uniquement des musées avec le musée de Normandie et le musée des Beaux-Arts, c'est aussi des lieux d'événements. Et l'université populaire de Michel Onfray a commencé à cet endroit-là. Elle a été créée là. Et puis en plus, il y a les cafés théologiques, il y a énormément de choses dans ce lieu, parce que c'est un lieu que les Canets doivent s'approprier. Je crois d'ailleurs que c'est la volonté de l'actuel maire de vouloir vraiment investir sur ce château que les Canets ont découvert après la guerre, parce qu'avant-guerre c'était une caserne, c'était fermé, on ne le voyait pas. Le malheur des bombardements a fait que on a pu découvrir qu'on avait un château, et quel château. Et puis maintenant, il faut le faire vivre, c'est-à-dire qu'il suffit pas de le restaurer, il suffit pas d'enlever les parkings, il faut aussi le rendre vivant et que les Canets se l'approprient, que ce soit pas juste une sorte de grande artère où les étudiants vont de la ville à la fac. Emmanuel Chonu, 11 candidats à la présidentielle. Est-ce que vous avez le temps de croquer les 11 candidats, ou est-ce que, au contraire, il y en a certains qui vous inspirent plus que d'autres et qui prennent donc plus de temps dans le spectacle? Écoutez, vous savez, la caricature, c'est d'abord, c'est pas un métier de journaliste. Je crois qu'il faut rappeler qu'un caricaturiste n'est pas un journaliste. C'est pas un journaliste parce que si les gens ne sont pas informés, je ne peux pas les faire rire. Si les gens ne connaissent pas telle ou telle personne, ils vont pas comprendre. Donc déjà, ça c'est un premier point, parce que souvent on a un débat, nous sommes des journalistes. Non, on n'est pas des journalistes. Journaliste, c'est informer. Donc, alors bien entendu, le problème, c'est que comme nous avons 5 candidats stars, avec en plus les affaires et tout ce qui est espèce d'enjeu, les 6 autres, ils sont bien entendu, ils passent un peu à la trappe, ils sont beaucoup moins crédibles, et c'est un peu c'est un petit peu la perversité du système. Vous ne vous considérez pas comme journaliste, mais le dessin de presse peut-il faire avancer le débat en posant des questions? C'est un ensemble qui fait avancer le débat. Le dessin de presse, il est un élément
qui montre que qu'on est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du débat, qui est donc de l'impertinence, de la critique. Et donc, je dirais que on peut pas isoler les dessins de presse. Les dessins de presse, c'est un arbre qui pousse dans un humus, dans un terreau. Alors, vous allez me dire, voilà, les événements de Charlie ont montré que, alors, une espèce d'icône, le dessinateur de presse, c'est formidable, c'est un résistant. Mais enfin, bon, il y a des dessinateurs de presse, on va le voir d'ailleurs au mémorial avec l'exposition, il y a des dessinateurs de presse qui ont été au service d'idées qui étaient absolument infâmes, notamment les dessins qui ont colporté l'antisémitisme. Donc, tout dépend dans quelle situation on est, et je dirais que le dessin de presse contribue à faire avancer le débat, voire quelquefois, malheureusement, il contribue aussi à empêcher que le débat évolue. On voit bien avec l'affaire Fillon, on va beaucoup. Voilà, il suffit qu'on remette une pièce dans le jukebox avec hier que François Fillon n'arrive pas à joindre les deux bouts, enfin, etc. Tout d'un coup, le caricaturiste peut pas passer à côté de ça. Ça vous a inspiré d'ailleurs votre dessin hier soir. Oui, mais ça m'a inspiré pas à Ouest France. On parle pas de ça à Ouest France, mais plutôt à l'Union de Reims. Oui, ça m'a inspiré. Et en même temps, quand je le fais, je suis schizophrène. Je me dis, mais attends, est-ce que ça sert à quoi de remettre un truc là-dessus? Surtout qu'en plus la question était un petit peu, voilà, on pose la question, on piège la personne, etc. Je dis qu'on est aussi victime de ce système médiatique de lapidation qui est pas forcément sain pour la démocratie, hein. Parce que je ne crois pas. Je regarde des affaires de justice qu'ont certaines personnes qui ne sont pas des hommes politiques. La justice, là, est très longue, hein. Elle est très lente, hein. Et quand elle doit se remettre en question, c'est pas forcément le cas. Je vois les dysfonctionnements de cette jeune femme qui s'appelait Agnès, qui était au Chambon-sur-Lignon. On voit la capacité qu'a la justice de se remettre en question. Donc, je ne critique pas la justice, je veux juste dire que on est quand même étonné de voir cette rapidité de la justice tout d'un coup, et qui en même temps est pour les puissants, et puis pour les gens normaux, eh bien, il faut attendre des années, etc. Donc, qu'on nous dise pas que la justice est totalement indépendante, qu'on nous raconte pas des stupidités. Très peu de gens sont indépendants dans notre système. Il n'y a pas de système parfait, y compris en démocratie. À propos de vitesse, à propos de rapidité, est-ce que vous avez le temps de prendre du recul sur vos propres dessins, d'exercer un regard critique sur le dessin de la veille? D'abord, un dessin, c'est une série d'esquisses. Hein, parce que moi, je suis pas, voilà, je fais toujours du choix. C'est comme ça que j'ai pu durer dans des rédactions. Pour moi, je donne toujours du choix. Donc prendre du recul, je le prends pas vraiment, parce que de toute façon j'ai déjà, avant de publier un dessin, il y a déjà un certain nombre d'esquisses qui partent dans plusieurs directions, parce que ce sont des angles, hein, des angles d'attaque, et donc une fois que c'est publié, je regarde jamais mon dessin, et je ne me regarde jamais. De toute façon, alors c'est pas pour faire la chochotte, mais c'est que je suis un peu névrotique. C'est une erreur. D'ailleurs, on devrait pouvoir s'analyser. Moi, j'ai vraiment du mal. Une fois que c'est fait, c'est fait. Je veux plus. Je déteste me voir. C'est un peu une espèce d'aversion pour ça. Donc voilà. Donc un dessin en remplace un autre. Bon, oui, un clou chasse l'autre, comme dirait. Voilà, et surtout dans l'actualité, ce qui est terrible, parce que finalement, c'est un peu notre système pervers, c'est qu'on est dans une espèce de société où l'information est en permanence, il n'y a pas de recul finalement, et puis on oublie très vite. On est dans une espèce d'hystérisation, on est stimulé comme des chiens de Pavlov, et puis à l'arrivée, il y a quand même une décomposition de l'analyse, du temps long, de la pensée complexe. Donc on va être, je crois qu'on va quand même être assez, je dirais, façonné par ces nouvelles technologies, et il faudra trouver dans le futur et maintenant des contrepoids, parce que sinon on va devenir des êtres complètement vissés sur nos iPhones, en train de chercher les Pokémon, et puis tout d'un coup ici en train d'être mobilisé sur des choses. Regardez Charlie, c'est extraordinaire. Mobilisé, puis alors après, un an après, le Bataclan, des espèces de trucs. Et puis on ne tire pas les leçons. Quelles leçons faut-il en tirer de Charlie et du Bataclan? Écoutez, Charlie, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a voulu nous donner. C'est que tant qu'on n'enseigne pas le fait religieux,
c'est bien la laïcité, mais si la laïcité devient le laïcisme et qu'on n'enseigne pas le fait religieux, vous avez des gosses, moi, qui savaient pas qu'Abraham et Ibrahim, c'est la même chose. Donc, nous venons d'une même famille. On ne demande pas aux gens de croire en Dieu. Enfin, écoutez, on va pas faire table rase du passé. Ça fait partie de l'être humain d'être un animal spirituel qui croit au ciel ou qui n'y croit pas. Le fait religieux est capital. C'est pas moi qui le dis, c'est Régis Debray. On peut pas dire que ce soit un bigot ou quelqu'un qui va à la messe tous les jours. Non, Charlie, c'est une complexité. C'est aussi le fait que l'islam est complexe, il est multiple, et que au lieu de faire l'autruche, il fallait comprendre tout ça. Il faut comprendre, voilà. Et si on comprend pas, et si on tire pas les leçons de tout ça, vous allez me dire quelles leçons tirer d'un acte barbare. Il y en a pas. Par contre, comment c'est venu, quel regard on porte aussi sur la communauté musulmane française, ça c'est important. C'est important parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, et en plus on a cette tendance de ne pas parler des choses qui marchent et des choses qui avancent et qui progressent. Donc on a fait l'impasse sur ce débat. Et on devait avoir ce débat. Quant au Bataclan, écoutez, c'est la suite. Je veux dire, le Bataclan, c'est différent. On voit bien qu'on est dans Charlie. Il y avait véritablement l'attaque de ceux qui avaient fait le sacrilège et le blasphème de Disney le prophète. Bataclan, c'est plus large. Ça touche tout le monde. Bien que dans l'affaire Charlie, ça ait touché des juifs, des fonctionnaires de police, enfin, mais dans le Bataclan, c'était véritablement tout le monde. Mais je constate qu'on est toujours dans l'hystérisation et dans l'émotion, et qu'après, on ne réfléchit pas. Michel Onfray a raison. Il choque parfois dans ses analyses, mais enfin, il a parfaitement raison sur porter un regard sur le monde arabe. Ça paraît important. J'aperçois que les gens ne savent pas que comme les chrétiens se sont déchirés au moment de la réforme entre catholiques et protestants, on s'aperçoit qu'on est absolument inculte sur le fait qu'il y a des sunnites, des chiites, comment ça se décompose, comment ces gens se font la guerre, et qu'avant d'avoir un islam qui fait la guerre à l'Occident, entre guillemets, où les musulmans sont eux-mêmes s'entre-déchirent, s'entretuent, et les premières victimes des attentats, et ça fait pas des pancartes « je suis Charlie », etc. Les premières victimes des attentats, c'est nos frères musulmans. Donc tout ça, je dirais que ces événements-là, si on est uniquement dans la surface, et je suis moi-même caricaturiste, quelqu'un qui utilise la surface, c'est-à-dire si à dessein, c'est pas quelque chose de profond. Et donc vous allez me dire, vous êtes gentil, mais vous contribuez par la caricature à être dans la pensée. Bon, oui, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que on peut porter un regard, on peut expliquer. Je fais beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les lycées. On peut expliquer l'histoire, on peut expliquer un certain nombre de choses, tout en étant caricaturiste et en ne se privant pas d'écorner certaines situations, mais en rappelant que la caricature sans la culture, ça n'existe, ça nous conduit à une impasse. Et ce constat, ça vous donne des envies de faire de la pédagogie dans des établissements scolaires. Quels sont les retours de la part des élèves eux-mêmes ? D'abord, c'est pas à moi de faire de la pédagogie, c'est aux enseignants et puis au système d'ouvrir des lycées, les collèges à des personnalités comme moi. Moi, je l'ai fait beaucoup, je le continue à le faire. J'étais à la place récemment. Et j'ai eu des entretiens très intéressants avec des élèves qui étaient d'ailleurs pas forcément pro Charlie. Et le problème, c'est pas d'être pro ou contre Charlie, c'est d'être pour la liberté d'expression. Et après, on peut tout à fait avoir un débat. Acheter un journal, ça reste un acte de liberté. Donc je l'ai fait beaucoup et j'essaye de le faire en discrétion, sans forcément des caméras, parce que vous savez, on a les semaines de la presse à l'école, on a le prix Bayeux, alors on a des icônes qui arrivent qui montrent qu'ils sont dans les écoles. Je pense qu'intervenir dans les écoles, c'est
c'est pas se trimballer avec des caméras pour montrer après qu'on est dans les écoles. C'est plus intéressant, je pense. Emmanuel Chenu, dessinateur de presse et caricaturiste canet. Nous vous retrouvons dans quelques instants dans la suite de Branchez-vous Normandie pour reparler du spectacle que vous donnez en ce moment les vendredis soirs à Caen. Mais nous allons écouter un titre de votre choix, Confidence pour Confidence. Pourquoi ce titre ? Bah, écoutez, j'aime bien cette chanson, j'aime bien Jean Schultes, il a fait qu'un tube, mais il y a un côté dans ce, c'est une caricature cette chanson. Et d'ailleurs Jean Schultes, quand il chantait, vous avez une espèce de cheveux à la Jackson 5, c'est un personnage incroyable. Et j'aime cette chanson parce que d'abord elle rappelle les années 80, c'est ma jeunesse, mon petit. Et puis deuxièmement, il y a un côté un peu, voilà, c'est atroce cette chanson, c'est le cynisme absolu. Et j'adore cette chanson. Sur RCF Cavados-Manche, c'était Jean Schultes avec Confidence pour Confidence, et c'est au tour du dessinateur de presse et caricaturiste canet Emmanuel Chenu de nous faire quelques confidences. Comment est née votre passion du dessin de presse, puisqu'on peut parler d'une passion? Est-ce que ça a d'abord été la passion du dessin, tout simplement? Oui, c'est vrai. C'est d'abord très tôt, je me mets à dessiner. Je sais pas comment c'est venu. C'est quelque chose qui est en moi, donc ça m'appartient pas. Je suis un immeuble dans lequel il y a un locataire qui est le Sedon. Vous allez vous dire, le type il est complètement barré. Il a fumé du marqueur avant de venir. Je suis un immeuble. Enfin, bon, j'essaye de trouver des paraboles, des métaphores. Non, en fait, je crois franchement qu'on peut pas dire, on peut pas se vanter d'avoir un don, quoi. Un don ne vous appartient pas. On est dans c'est un truc qui est lié au mystère. Voilà, si on veut être spirituel, donc ce truc-là se développe en vous, et c'est très intéressant de voir que comme vous avez une facilité pour dessiner, bien entendu, les gens le remarquent, donc ils vous disent tu dessines bien. Et comme on avance à coup d'encouragement plus facilement qu'à coup de pied au cul, petit à petit, quand ils disent tu dessines bien, tu peux me dessiner ça, etc. On recherche en fait de l'affection, et donc je dirais que c'est une facilité de tirer. On tire sur le fil, et petit à petit, on prend plaisir à tirer sur le fil. Et donc voilà, donc on est plutôt, l'être humain, malheureusement, a plutôt tendance à aller vers la facilité, c'est-à-dire vers des choses qu'il maîtrise, que de l'apprentissage. Alors après, je dirais que la dessin de presse, il est venu parce que j'avais une passion pour l'histoire. Il y avait énormément de livres à la maison. J'ai eu de la chance Et puis en même temps, il y avait l'univers de la BD, la BD belge, les tuniques bleues par exemple, découverte de la guerre de sécession. C'est intéressant de voir qu'on peut faire de l'humour, on peut avoir un univers de bande dessinée, et puis en même temps d'être au cœur de l'histoire, d'apprendre des choses. On l'apprend dans Tintin, on l'apprend aussi dans la série de Goscinny et d'Uderzo, dans Astérix. Bon. Et puis en fait, c'est au lycée Malherbe que je me suis dit tiens, il y avait des profs, il y avait des trucs, j'ai envie de dessiner le pouvoir. Le pouvoir, c'est son père, c'est le prof, c'est voilà, c'est tout ce qui et c'est amusant de déformer le pouvoir. Et puis surtout quand ils ont des gueules, il y avait des profs incroyables. Donc ça commence comme ça. Et puis après, vous vous dites, mais j'aimerais bien faire ça tous les jours, parce que finalement, quand je regarde un journal, quand j'avais 8 ans, j'ai découvert 7 ans, j'ai découvert la première fois, j'ai pris conscience de ce qu'était un dessin de presse. C'est quand même un bout c'est quand même un bout de dessin qui est placé au milieu de trucs sérieux. C'est ça qui m'intéresse. Je pense que le choc, il est là. C'était pas forcément d'être dans un journal satirique ou dans un journal de BD ou faire des BD. C'était, je trouve extraordinaire
d'autoriser quelqu'un à faire quelque chose qui est de l'ordre de l'humour au milieu du réalisme et de l'information. Ça c'est vraiment ma passion et c'est ce que j'aime par-dessus tout. Quand vous reposez-vous, Emmanuel Chenu? Êtes-vous un boulimique de travail? Non, je fais mon métier et j'ai pas l'impression d'être un boulimique de travail. Mais c'est sûr que quand vous faites du dessin, les gens vous voient, ils sont plus attentifs à ce que vous faites. Alors, c'est toujours frappé des journalistes qui écrivent, qui disent bon Dieu, mais ils travaillent beaucoup, mais je dis pas plus que vous. Pour moi, quand écrire un texte, c'est un cauchemar. Hein, d'aligner des mots, c'est un cauchemar. Donc c'est une forme d'écriture. Sauf que il y en a beaucoup. Les gens de l'écriture nous ont damé le pion. Hein. Avant, on était les rois du pétrole, on dessinait des animaux dans les grottes. Puis ces abrutis de Sumériens ont inventé l'écriture. Moi, j'y peux rien, parce qu'avant, c'est nous qui avions le monopole. Hein. Tu veux que je te dessine un mammouth? On était... Voilà, ils nous ont inventé l'écriture, qui est un truc d'une complexité. Il faut passer par des enseignants, etc. Il faut faire des études. Enfin, écoutez, franchement, la communication par le dessin avant, c'était quand même bien mieux. Hein. Et pour la transition entre les dessins, les mots que vous alignez lors de votre spectacle, est-ce que c'est seulement de l'improvisation? Non, il y a une part d'abord, il y a tout un cœur il y a le cœur de la Ve République. J'ai décrit les présidents de la Ve République, leur histoire. Et donc il y a une part d'écriture. Et puis avec tout ce qui se passe chaque semaine, il y a une écriture qui se renouvelle. Et puis bien entendu, il y a de l'improvisation parce que dans une salle, c'est vivant. Et vous avez une tête au premier rang, une espèce de gars qui a une espèce de tête de viking. Il faut le faire monter sur scène à un moment donné et puis montrer que les envahisseurs ils viennent pas toujours de Syrie, avant ils venaient du Nord, maintenant c'est des Ikea. Enfin, il y a des trucs extraordinaires. Vous avez des gueules fantastiques dans des salles et puis le caricaturiste, il a besoin d'avoir la lumière sur la salle pour voir qui est là, quoi. Hein, l'autre fois, il y avait un Sicilien qui est complètement implanté en Normandie. Alors quand on sait que les Normands ont conquis la Sicile, on se dit, alors lui, il avait vraiment une tête de Sicilien, pas une tête de Viking. C'était fantastique. Il y a des moments incroyables. On a eu un Malien qui venait, etc. Donc il y a des gueules, et les gueules, ça raconte une histoire. Et quand vous avez cette estrade avec le dessin qui se fait, avec l'interview de ces personnes qui sont pas des personnalités, mais qu'on découvre. Tout ça mélangé à Trump, Fillon, Hamon, tout ça, c'est intéressant. Donc par le dessin, vous illustrez aussi la diversité de notre société. Emmanuel Chenu, caricaturiste et dessinateur de presse. Votre spectacle à Caen, c'est le vendredi soir, où précisément? Alors, dans l'enceinte du château, à l'auditorium du château, vous réservez au Café Mancel. Hein, donc voilà, c'est l'auditorium du Musée des Beaux-Arts. Voilà, donc c'est facile accès, hein, vous pouvez pas le rater. Hein. Faut juste rentrer dans le château. Donc voilà, faut faire le siège du château. Faut amener des échelles, des archers. Voilà, il y a de l'huile bouillante, hein, mais bon, pour venir me voir, faut souffrir. Non, c'est facile comme tout. En plus, le château, c'est vraiment un lieu agréable. Vous pouvez dîner au Café Mancel en plus. C'est un peu un dîner-spectacle, hein. Vous pouvez dîner à partir de 20h, et puis voilà. C'est aussi d'installer à Caen... Ça, vous voyez, c'est du girondisme, hein, contre le jacobinisme. C'est aussi l'idée qu'on peut créer des événements dans une ville qui n'est pas une capitale, et d'avoir un public. Il y a 150 personnes qui suivent ça tous les vendredis. La salle se remplit, et ça c'est plutôt rassurant, parce que ça veut dire qu'on peut créer des choses dans nos régions, en essayant après de les faire rayonner. C'est-à-dire, ça c'est mon grand espoir, c'est d'avoir des gens qui sont considérer Caen comme Paris, ou considérer Le Mans, ou considérer Grenoble. Voilà, ça c'est le grand enjeu. C'est le grand enjeu, et c'est à la jeunesse de prendre ça en main, parce qu'elle prenne conscience qu'on peut plus vivre avec un territoire complètement centralisé, même s'il y a une décentralisation avec les lois de 81, les lois de fer qui est en route. Sur le plan culturel, il faut vraiment casser ça, quoi. Emmanuel Chenu, vous allez suivre le débat télévisé ce soir? Non, parce que je serai sur scène d'abord. Et puis suivre 11 personnes sur un plateau, 15 minutes par personne. Non, mais je vais pas le suivre parce que je peux pas, mais sinon je l'aurais suivi. Voilà. Une petite idée déjà de ce qui va vous inspirer ce soir pour les dessins? Vous vous rendez compte, les gens, ils ont acheté des écrans plats.
Écoutez, demain, on va avoir chez tous les vendeurs de téléviseurs, des gens qui vont ramener leurs téléviseurs, des écrans plats, 11 personnes dans un écran plat, ça implose pas, ça explose. Comment ils vont rentrer ces 11 personnes dans des écrans plats? 11 personnes même dans des écrans plasma en plus, qui sont maintenant, ils sont épais comme des papiers de cigarette. Non, c'est pas possible, il va y avoir des problèmes techniques terribles. Hein. Terrible. Demain, c'est une catastrophe. Hein. Vous allez chez Boulanger ou chez Darty, vous allez voir tous les voilà. Non, je sais pas. Peut-être ça, c'est une idée des gens en disant, mais il y a trop de monde, quoi. 11 personnes. Avant, on avait un débat entre Mitterrand, Giscard, entre Sarkozy, Ségolène Royal. Mais là, maintenant, il faut mettre tout le monde. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Je sais pas comment on va faire. Emmanuel Chenu, merci. Merci à vous, en tout cas. Au revoir. RCF. Calvados Manche. La joie se partage. 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 Partage.